Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de la French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Alors, oui, ces entreprises ont réussi à s'ériger en géants mondiaux, mais l'écosystème français est, je trouve, aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein de ces grandes entreprises. Alors pendant environ 1 heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leur entreprise. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes, sur la mise en place de tests utilisateurs, ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes, ou tout simplement dans votre vie. J'essaye de publier un épisode 1 fois par semaine. Vous retrouverez aussi les références ou les citations sur le site qui est en lien dans le descriptif de cet épisode. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont laissé une note ou un commentaire sur iTunes, sur Twitter ou par email pour soutenir le podcast. Un grand merci à vous, ça fait vraiment plaisir, ça motive et ça m'aide à le faire connaître. Pour ceux qui ne l'ont pas encore franchi le pas, surtout, si à la fin de l'épisode vous vous dites que le podcast n'est pas si mal que ça, n'hésitez pas à le faire. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur iTunes ou Google Podcast pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Alors, juste avant que nous passions à notre invité, je voulais vous dire que je vais poster un lien sur Twitter de la French Touch Podcast pour vous permettre de m'envoyer du feedback via un petit questionnaire. Après tout, on n'est pas dans le monde du produit pour rien. Donc, si vous avez des suggestions d'amélioration, si vous souhaitez que j'interviewe des personnes en particulier ou même que j'aborde des thématiques dans le podcast, c'est l'occasion de me le faire savoir. Le lien vers le questionnaire sera épinglé sur le compte Twitter de la French Touch, le pseudonyme étant @lafrenchtouchfm tout attaché. Voilà. Passons maintenant à notre invité. J'ai la chance de recevoir dans cet épisode Édouard Vautier, qui est le Head of UX et UI chez Alan. Alors Alan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première assurance santé complémentaire digitale pour les entreprises et les freelances. C'est également la première à avoir obtenu l'agrément de société d'assurance indépendante depuis plus de 30 ans. Édouard est un designer senior. Il a fait ses armes chez Orange Valley, qui est le lab d'innovation d'Orange, avant de travailler pendant plus de 4 ans chez WeThings, pépite française du monde des objets connectés, qui a été racheté par Nokia en 2016. On connaît la suite. Pour tous ceux qui s'intéressent au hardware, je vous recommande vraiment les articles d'Édouard sur le sujet sur Medium. Son pseudo, c'est Duncid, D-U-N-C-I-D. Il parle des leçons qu'il a tirées en lançant plus de 10 objets connectés pour WeThings. Et il faut savoir qu'il faisait tout, du design des manuels utilisateurs aux interfaces des appareils. Bref. En parlant d'utilisateurs, justement, Édouard a une belle expérience qu'il partage sur la réalisation de tests utilisateurs chez Alan. C'est à la fois dans les articles et on va revenir dessus dans cet épisode. Voilà. Encore un grand merci à lui pour son temps et pour cette discussion extrêmement intéressante. Belle écoute à vous, en compagnie d'Édouard Vautier. Merci beaucoup, Édouard, de venir sur la French Touch podcast. Merci de me recevoir. Tu as fait l'école supérieure d'art et design de Reims, puis l'ENSAD, donc les arts déco à Paris. C'est comme ça qu'on dit? Tu dis généralement les arts déco? On parle des arts déco Paris, ouais. Ouais, c'est ça, les arts déco Paris, donc en design industriel. Tu as commencé à travailler en 2007 chez France Télécom à l'époque, et tu as été pendant plus de 4 ans Interaction Designer chez Orange Valley, qui, donc juste pour redonner un peu de contexte, est la filiale d'Orange qui à l'époque était dédiée à l'innovation. Tu rejoins ensuite WeThings fin 2012, pendant presque 4 ans, en tant que lead UX et UI designer. Et chose intéressante à noter, c'est donc la société se fait racheter officiellement, communication externe qui est faite en avril 2016. Et toi, en mai 2016, tu pars et tu vas rejoindre la startup Alan, où tu occupes encore aujourd'hui le rôle de lead UX et UI. Alors, Alan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première assurance santé complémentaire digitale, donc à la fois pour les entreprises et les freelances. C'est également la première qui a obtenu l'agrément, le fameux agrément de société d'assurance indépendante, alors auprès de l'ACPR, qui est en fait l'autorité de contrôle prudentiel et résolution de la Banque de France. Donc depuis près de 30 ans, donc en gros première entreprise depuis 30 ans à obtenir l'agrément, et c'est une entreprise digitale, donc bravo. J'ai lu aujourd'hui, d'ailleurs, que vous étiez nommé parmi les 100 startups les plus hautes selon Wired en France à Paris, aux côtés de Mano Mano et Snips et Ledger.
Damned, j'ai raté ça. Ça fait 5 heures que c'est pareil. Alors la startup a été cofondée par Jean-Charles Samuelian et Charles Gorentin en février 2016. Vous avez déjà plusieurs milliers de personnes et plus de 1000 entreprises. J'aime bien la vision qui avait été annoncée par Jean-Charles, qui est de dire que vous voulez devenir la référence technologique qui rend la santé et le bien-être simple et accessible à tous. Donc je trouve ça hyper intéressant. Mais pour revenir un peu à toi, alors est-ce que tu es encore et toujours le seul designer de l'équipe ou pas chez Alan? Ouais, je suis encore le seul designer, mais juste pour 20 jours, 30 jours. D'accord. On a un autre designer qui arrive début octobre et un deuxième designer qui arrive le 15 octobre. Donc on passe directement de 1 à 3 quasiment. De 1 à 3, ok. C'est x3 sur les équipes. Et ça va être quel type de personnes ou de type de poste? Donc c'est deux personnes qui sont assez seniors. Oui. Qui ont autant d'expérience que moi. Et qui ont un scope aussi assez large, donc qui couvre de vraiment la pensée produit jusqu'à la réalisation. Donc c'est des gens qui peuvent travailler en fait en indépendant sur une thématique nouvelle et amener le projet de 0 à 1 quoi. D'accord, ok. Je remercie au passage Julien Pelletier qui nous a mis en relation. Donc c'est grâce à lui. Merci Julien. Je lui ai posé la question. Ok, je cherche à rencontrer quelqu'un dans le monde du product design, à la base, c'était ma question. Et donc, il m'a parlé de toi, il m'a dit, alors, j'ai plus la phrase exacte, mais en gros, il me disait, rencontre Edouard, ils ont un mode d'organisation assez particulier chez Alan, où apparemment, il n'y a pas de product manager. Est-ce que c'est vrai? À l'époque, c'était vrai, ouais. On en a maintenant. Ah, d'accord. C'est bien, les choses changent. Ouais. On en a 2. Vous en avez 2. Ils sont super. Ouais. Comment fonctionne l'interaction, si on peut commencer par ça, l'interaction entre... Alors, avec les product managers, tu veux dire? Ouais. Les product managers, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes dans les différentes boîtes, le rôle qu'ils ont, c'est hyper variable à chaque fois. Exactement. Et donc, nous, l'idée des product managers, c'est plutôt d'apporter une perspective différente sur les projets que gérer un projet, quoi. D'accord. Donc, proprement parler, ils vont s'occuper de choses que d'autres gens vont avoir tendance à mettre de louper, côté, ou à pas voir, ou à pas être très orienté, à pas avoir l'habitude vraiment de regarder ces problèmes-là. Notamment pas mal de problèmes data, des problèmes business, et aussi parfois de la capacité à synchroniser les gens entre eux, à les amener à réfléchir ensemble dans la bonne direction. Donc c'est pas mal de composantes différents. D'accord. Mais par exemple, c'est pas forcément eux qui sont honneurs du projet, quoi. Ok, donc c'est un job desk un peu différent de ce qu'on peut voir, j'ai envie de dire, dans la plupart des autres entreprises. À part sur la dimension connaissance marché, orientation business. Mais c'est l'équipe produit et tech au sens large. Ça représente combien de personnes chez Alan? Vous êtes combien déjà de manière générale? Et l'équipe produit tech et après l'équipe produit? Donc là, alors ça change tous les jours. Donc on est plus de 40 maintenant. D'accord. Je saurais plus te dire exactement combien on est. Il y a peut-être une quinzaine de personnes qui sont des ingénieurs. Ok. Il y a 2 product managers donc qui sont arrivés il y a moins de 3 mois. D'accord. Je suis toujours le seul designer jusqu'à début octobre. Il y a Jean-Charles qui est impliqué dans le produit. Dans le produit, bien sûr. Voilà. Ensuite, c'est quelques personnes pour l'assurance, une équipe support qui est super importante pour nous. Et puis une nouvelle ère de Alan qui s'ouvre, qui est autour de la communication, de la growth et du SEO. Donc jusqu'à il y a 6 mois, 1 an, on avait une croissance qui était complètement organique, avec peu de choses près, quoi. Et donc là, on commence à se muscler en termes de distribution, donc on développe un peu cette partie-là. D'accord. Ouais. Il faut savoir que Alan a levé, donc on va dire en 2 ans d'existence, à peu près 37 millions d'euros. Donc entre seed et série A. Ce que je trouve intéressant, c'est au niveau des lancements de produits, ça s'est fait de manière itérative et assez rapide, voire très rapide en fait. Il y a des articles Medium qui détaillent un peu ça, je trouve ça intéressant. Donc pour redonner un peu d'historique, en octobre 2016, donc quasiment, je crois, 1 semaine après avoir obtenu l'agrément, ou quasiment concomitamment à ça, il y a le lancement de l'offre en ligne pour les entreprises. En mars 2017, c'est pour les indépendants. Et en août 2017, il y a la couverture prévoyance qui est aussi lancée pour les entreprises. Et j'ai vu, alors c'est intéressant, que vous aviez lancé là récemment en juillet Alan Map. C'est quoi l'objectif d'un produit comme celui-là? C'est justement par rapport au gros, c'est faire de l'inbound et générer un max de trafic pour après développer, ou c'est quoi? On fera pas de projets qui sont juste liés à la growth. D'accord. Donc
Enfin, t'as lu un peu la mission telle que décrite par Jean-Charles un peu plus tôt, quoi. Donc, on a commencé par faire de l'assurance, mais enfin, c'est pas un hasard, mais j'allais dire c'est presque un hasard, mais ce qui nous intéresse, c'est la santé. Ouais. On s'est dit que l'assurance c'était un super point de départ parce que d'abord c'était cassé, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là, qui je pense ont une vision un peu tordue de leur métier, quoi. Ils pensent que leur métier c'est d'assurer des risques financiers, quoi. Pas d'assurer des gens. Ouais. Enfin, et surtout, nous c'est pas comme ça qu'on le voit, quoi. On pense que notre métier en tant qu'assureur, c'est d'aider les gens à rester en bonne santé le plus longtemps possible et de leur rendre la santé simple, en fait. Ouais. Et donc c'est un petit peu différent comme scope. Je pense que ça reflète un peu le changement globalement dans l'univers du produit depuis 2005-2006, quoi. C'est un focus qui est moins égocentrique en tant qu'entreprise, où tu regardes quelle est la fonction réellement que tu fais, et tu commences à regarder du côté de l'utilisateur quels sont ses besoins et de quoi lui il a besoin. Et donc les gens, ils ont certainement besoin d'avoir une sécurité financière, mais c'est juste le premier des besoins, quoi. Le deuxième, c'est il faut que je trouve un médecin, et puis si je dois trouver un médecin, il faut que je sache à peu près combien il va me coûter. C'est ça, avoir un médecin bien couvert près de chez soi. Ouais, c'est ça. Enfin, donc et AlanMap, c'est une première pierre humble dans cet édifice, hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est une première chose, c'est déjà très pratique, mais il y a plein de choses qu'on aimerait faire qu'on peut pas faire avec AlanMap encore. Mais voilà, c'est une première pierre là-dedans, c'est que nous, quand on a quelqu'un dont on voit qu'il cherche un médecin, on puisse l'aider, tu vois. Lui dire, tu peux trouver ce type de médecin là, ou si on voit qu'il a un très mauvais remboursement, par exemple, sur un acte médical qu'il a eu, et que c'est lié au fait que son médecin est dans une catégorie qui fait qu'il est très mal remboursé, on peut lui dire, tu vois. On peut lui dire, au fait, ton médecin, il est dans une catégorie qui fait qu'il est mal remboursé, si tu veux être mieux remboursé, voilà une liste de médecins qui sont à côté de chez toi et qui sont eux bien remboursés, quoi. Ah, c'est top ça, ouais. Enfin, ça on le fait pas encore, tu vois, mais c'est le truc qui va venir juste après, quoi. Une fois que vous avez la data. Ouais. En fait, ce qu'on a construit, si tu veux, en gros, c'est une API médecin, quoi. Ouais. Et maintenant, on peut utiliser cette API de plein de manières créatives différentes. Ce qu'on va s'employer à faire dans les temps qui viennent, quoi. Mais alors je l'ai pas encore utilisé AlanMap, donc désolé pour la non-connaissance, mais comment les informations sont actualisées ou sont rentrées? Qui donne cette info-là? Donc c'est pas une information qui change énormément déjà, qui est très centralisée au niveau de l'assurance santé, tout simplement. D'accord. Et en fait, le gouvernement publie ces informations-là sous forme d'open data. Ok. Et donc tu peux les utiliser. Ok. Et là j'ai vu que vous faisiez des intégrations avec mondocteur.fr et Doctolib. On avait prévu de le faire. Ah. Et puis ils ont été rachetés par Doctolib. D'accord. Bon, donc pour l'instant c'est un peu on hold. D'accord. Ça ne fera plus qu'une seule intégration après à terme. Nous on est partants pour le faire. D'accord. Ah, ouais. Ok. Ouais. Et alors je reviens sur ce que tu disais, c'est l'objectif, c'est vraiment la santé au sens large, et l'assurance santé, c'était un point d'entrée intéressant. C'est quoi les autres pendants auxquels vous pensez, sans dévoiler le produit ou quoi que ce soit, mais c'est quoi, quand tu parles de santé, il y a quoi d'autre en fait? Il y a plein de choses, donc, ce que je vais dire est absolument pas, ne correspond pas à des projets existants chez nous, quoi. Ouais. Mais potentiellement, tu as l'optique, par exemple, ça marche d'une façon qui est un peu bizarre aussi. Ouais. Après, on a déjà des sensei, des startups qui se mettent justement pour casser ce marché. Notre objectif, c'est pas forcément, par exemple, de remplacer ces startups-là, hein. Ça peut être de travailler avec eux et de simplifier. Enfin, tu vois, l'idée, c'est pas de verticaliser l'ensemble de ce qui existe dans la... C'était ma question. C'est potentiellement verticaliser les choses dont on pense qu'il y a personne qui s'en occupe et que personne va s'en occuper, tu vois. Mais sinon, c'est identifier les acteurs qui sont bons, faciliter la relation entre nos utilisateurs et ces acteurs-là. Donc c'est plein de choses dans ce genre-là. L'hôpital. L'hôpital, c'est un peu cassé aussi, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, potentiellement un jour on construit un hôpital. Si on pense que ça a du sens, que l'expérience des gens est cassée à l'hôpital et que la seule façon de le fixer, c'est d'en fabriquer un, on y réfléchira, quoi, tu vois. Je sais qu'il y a déjà des startups, je crois que c'est Apital, qui est positionné, alors pas forcément sur remplacer l'hôpital, mais au moins apporter des services additionnels qui rendent l'expérience d'aller à l'hôpital un peu moins glauque. D'une certaine manière, Doctolib essaye aussi un peu, tu vois. Enfin, ils sont devenus le système de prise de rendez-vous de la PHP.
Tu vois, c'est déjà un pas, quoi. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont capables de faire autre chose? J'en sais rien. Enfin, tu vois. Ok. Mais donc le scope en fait de notre mission, je donne ces exemples-là juste pour donner une idée du scope de notre mission, quoi. Ouais. C'est que on veut que ce soit facile pour les gens de voir un médecin, de voir le bon médecin, de prendre des rendez-vous, tu vois, d'avoir une information aussi bête que quelle est la pharmacie de garde à côté de chez moi. Enfin, tu vois. Justement, comment vous alimentez de manière hyper intéressante justement et de manière assez transparente sur les process internes pour en arriver à sortir des produits et fonctionnalités avec toujours cet objectif de mettre l'utilisateur au cœur des préoccupations. C'est quoi le process par lequel vous passez pour arriver à sourcer ces idées-là? On lit beaucoup. Ouais. On regarde beaucoup ce qui se passe sur le marché. On n'est pas tout seul dans le monde, hein, en France. Mmh. il y a des acteurs dans le monde. Enfin, donc on pense que c'est hyper important de savoir ce qui se passe dans les autres pays, ce que font. Vous regardez quel pays on préfère? Enfin. Les États-Unis, il y a pas mal de choses intéressantes qui se passent, notamment avec Oscar, qui est une assurance Oscar aussi, ouais. où ils ont leur propre réseau de médecins, ils font de la télémédecine, ils font des choses comme ça. Ouais, il y a Babylon Health, UK, qui est un gros truc. Donc il y a pas mal de boîtes qui font des choses intéressantes. Il y a aussi des boîtes qui font des choses intéressantes dans l'intelligence artificielle. Quelle est la meilleure façon d'interroger un utilisateur pour en déduire des symptômes parce que c'est ça le vrai problème en fait, c'est que des symptômes, c'est une liste de 500 trucs, et puis si tu veux interroger l'utilisateur de telle sorte à avoir une réponse qui a un bon signal, qui te permet d'avoir une action, tu vois, il y a vraiment plein de choses qui se passent. On regarde tout ça. Vous discutez un peu avec ces interlocuteurs-là aux US ou au UK et tout? Ouais, on est en contact avec la plupart de ces acteurs-là. Ouais. D'accord, ok. Les lectures, les rencontres, est-ce qu'il y a d'autres choses, point de vue utilisateur justement? Après, on mène pas mal d'interviews utilisateurs, qu'on parle avec nos utilisateurs. On a un support, on fait nous-mêmes le support. Et le support est chez nous, donc après plus directement sur notre produit, on a un dialogue permanent avec nos utilisateurs. On fait tous du support une fois de temps en temps. Ouais. C'est vrai, tout le monde passe par le support. Ouais. C'est bien ça. 1 ou 2 fois par mois, tu fais 3-4 heures de support. Ouais. C'est super intéressant. Ça prend plein de trucs. Ouais. Et donc on a cette façon-là, et puis ensuite on prend du temps nous pour réfléchir, et il y a aussi toute une partie de ça qui est liée à la façon dont on recrute des gens aussi. On recrute des gens qui ont très souvent une sensibilité produit, quoi. On va rarement recruter des gens qui sont passionnés uniquement par la technique de ce qu'ils font, tu vois. Un ingénieur un software développeur qui serait vraiment intéressé que par le code et pas par la raison pour laquelle il fait du code, ça serait un problème pour nous, quoi. Vous avez en trouvé beaucoup qui sont très orientés produits? Nous, on a une quinzaine, hein. Ok. Non, je suis pas en train de dire que les ingénieurs ou développeurs sont pas ça, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à... Après, c'est pas une qualité, t'as pas forcément besoin d'avoir 100% de tes ingénieurs qui pensent comme ça, hein. Mais c'est important qu'il y ait une grosse partie des gens qui travaillent chez toi qui ait une sensibilité là-dessus, parce que c'est eux qui vont interroger la raison pour laquelle tu fais quelque chose, quoi. Tu vois, ils vont pas juste connement appliquer un truc que tu leur as demandé de faire, ils vont te demander pourquoi tu veux le faire, est-ce que t'es sûr que tu veux le faire, tu vois. Et pourquoi est-ce que tu le fais comme ça et pas comme ça, quoi, tu vois. Des gens qui regardent la finalité plus que le chemin, quoi. C'est intéressant, ça. Du coup, c'est une traduction parfaite du type de personne que vous recherchez, hein. Ouais. Effectivement. Mais ça, c'est deux sujets, du coup. Le premier, t'as évoqué que vous faisiez des tests utilisateurs assez régulièrement. Ça m'intéresserait qu'on rentre dans le détail, on va rentrer dans le détail. Le deuxième pendant, c'est effectivement sur ce côté, ce process collaboratif que vous avez au sein de l'entreprise pour tout le monde est impliqué dans les décisions de la roadmap produit, par exemple. C'est pas quelque chose qui se fait, si je reprends les termes de Jean-Charles, dans une salle entre quelques personnes compétentes. C'est vraiment quelque chose d'assez démocratique. En tout cas, ça m'intéresse qu'on revienne sur ces deux éléments-là. Peut-être commencer par les tests utilisateurs. Quelle fréquence? Et concrètement, pour des gens qui écouteraient et qui décideraient de le mettre en place chez eux aussi, parce que c'est important, concrètement, comment vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Donc le premier truc, c'est qu'il n'y a pas de règle qui s'applique tout le temps à tout, quoi. Donc tu m'as flingué ma question. Non, mais c'est sûr que moi j'ai fait ça par exemple quand je travaillais chez Orange, j'ai mis en place à un moment des tests utilisateurs
automatique tous les mois. Tous les mois, on le faisait. Ok. Sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on allait avoir à tester ou quoi que ce soit. Et j'ai fait ça parce qu'à l'époque, personne croyait au test utilisateur. C'est vrai? Ouais. Chez Orange. C'était il y a, en fait, c'est récent, hein. Maintenant, on est dans l'excès inverse. Ouais. Moi, pendant longtemps, je me suis battu pour qu'on fasse des tests utilisateurs, expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait en faire et comme quoi c'était important et qu'on allait apprendre des trucs. Mais même chez WeThings, hein, qui est quand même une start-up et tout, enfin, c'était pas du tout évident, quoi. Enfin, c'était vraiment, d'ailleurs, on l'a jamais fait au rythme où j'aurais voulu qu'on le fasse, quoi. Mais pendant longtemps, j'ai fait ça et aujourd'hui, quand j'interviewe des gens, etc., il leur dit mais comment est-ce que tu définirais ça et ça et comment est-ce que tu réfléchis à ce problème? Ah bah je ferai des tests utilisateurs. Ça devient la réponse par défaut, quoi, tu vois. Et je cherche pas à savoir ce qu'il y a derrière, je réponds test utilisateur, c'est le joker. Ouais, c'est en fait si je sais pas, je demande aux gens, quoi. Et en fait, enfin faut faire super attention parce qu'un test utilisateur, d'abord ça prend vachement de temps. Enfin tu veux tester 5 personnes, ça prend 2 jours et demi ou 3 jours. Il faut prévoir ton test, recruter des utilisateurs, écrire au moins un script, faire un test blanc une fois, faire les tests. Ça te prend 1 heure par utilisateur, t'en fais 5, ça te prend une journée. Ouais. Et ensuite, t'as une grosse demi-journée où tu fais du tri, etc. Et là, c'est sans rentrer dans le, tu vois, sans faire un document, dans le détail et tout, quoi. Donc c'est hyper time consuming, quoi. Faut le savoir. Et l'autre truc qui se passe, qui est assez intéressant, c'est que le coût à développer de l'interface est en chute libre. C'est-à-dire que c'est de moins en moins cher, en fait, de fabriquer du produit. Ouais. Au moins sa surface, ou de modifier la manière dont le produit fonctionne. Ouais. Donc du coup, il faut pas oublier l'aspect expérimental des choses non plus, quoi. On a beaucoup fait ça chez Alan aussi, c'est que tu fais quelque chose, tu le mets dehors, tu regardes comment les gens réagissent, et puis ensuite tu corriges. Et ça marche aussi, quoi. Donc après, il faut pas tout le temps faire ça. Enfin, donc c'est pour ça que je dis il y a pas de règle de base. Ouais. La règle de base, c'est juste que il faut pas avancer dans un tunnel sans mettre ce que tu es en train de faire à l'épreuve des utilisateurs. Et donc tu peux faire ça de plein de manières différentes. Une des façons est le test utilisateur. D'autres façons, sans les détailler, ce serait quoi? C'est simplement construire un produit super pas cher, le mettre dehors et mesurer ce qui se passe et regarder comment ça fonctionne, quoi. Tu vas regarder des données, ça c'est une manière de le faire. Il y en a sûrement d'autres. Tu peux faire des prototypes aussi. Bon, enfin, ça dépend ce que tu veux tester en test utilisateur, mais souvent tu testes des protos. Parce que le test utilisateur, on est plus sur du quali que sur du quanti, là, typiquement. Ouais. T'es sur des verbatim, t'es sur du... Ouais, donc après, ça dépend ce que tu cherches à optimiser. Ce que tu vas, sur du test utilisateur, pur test utilisateur, ce que tu vas vite voir, c'est où sont les points de friction cognitifs, on va dire. C'est, j'ai pas vu le bouton, ou j'ai mal compris le texte, je suis allé dans la mauvaise direction, etc. Ça te donne pas du tout une idée du fait que les utilisateurs vont ou pas utiliser ton produit, le trouvent cool, enfin, ça pas du tout, ouais. Donc c'est juste une fois que t'as un parcours, par exemple, et que tu veux l'optimiser, tu fais un test utilisateur, et tu te rends compte que beaucoup de gens restent bloqués à l'étape 4 parce qu'ils trouvent pas le bouton, ou ils ont pas le papier dont ils ont besoin. Donc, ce qui est hyper important quand tu fais un test utilisateur, c'est de le faire au maximum in situ et avec des vrais utilisateurs. Alors ça, c'était un truc hyper intéressant parce que à quel point c'est compliqué de faire ça in situ avec le matériel des utilisateurs, etc. Tu vois, je te dis basiquement mon réflexe à moi, ce que j'avais essayé de mettre en place en tout cas chez AB, c'est je les fais venir. On les met dans une salle, on met le contexte qui permet effectivement que les gens soient le plus possible et les moins stressés en disant ok, on est en train de me faire tester je sais pas quoi, etc. Mais je pense que c'est quand même tendax à faire, non? C'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. T'as un gros passif là-dessus. Ah bah, pas du tout. Donc c'est. Je veux du détail. Non, mais dans le détail, c'est super intéressant, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne réponse et que ça change en fonction du contexte tout le temps, quoi. Il y a des fois où c'est hyper simple de faire des vrais tests in situ, il y a des fois où c'est hyper compliqué. Donc par exemple, nous chez Alan, quand on a lancé le produit entreprise, on a plusieurs types de parcours différents. Il y a par exemple des CEO qui vont monter leur boîte, qui vont venir, qui vont s'inscrire, et puis à un moment donné ils vont devoir inviter leurs salariés. Et donc il y a un autre parcours qui est le CEO a mis 15 emails dans une liste, il a fait envoyer, les mecs ils reçoivent un email et ensuite ils doivent s'inscrire. Donc comment tu testes ça? Et comment tu testes le CEO et comment tu testes ça? En fait, c'est deux trucs complètement différents. Donc pour tester le CEO, t'appelles les potes, tu fais un tour, t'essayes de trouver des gens qui sont dans la cible de ce que tu cherches des gens que tu cherches à séduire. Important de pas prendre des gens qui font semblant d'être, parce que suivant l'avancée de ton projet. Donc nous, par exemple, tout au début, on a fait un sprint sur l'onboarding des entreprises. Et le résultat de ce sprint-là, on l'a testé avec des gens qui étaient dans la cible. Donc c'était soit des CEO, soit des CFO de petites boîtes, des gens qu'on connaissait, des amis d'amis. Comme c'était un proto keynote, ils sont venus au bureau, on les a mis dans une pièce et on leur a fait faire le proto keynote. Donc
un univers qui est pas vraiment in situ, mais sur lequel tu apprends déjà des choses. Mais il faut constamment que tu gardes à l'esprit que ce que tu as appris, ça a ce biais, quoi. C'est pas une réponse définitive. Une fois qu'on a construit une interface qui commençait à fonctionner, donc là, t'es à 15 jours du lancement et tu te dis, bah, voilà, bientôt je vais avoir des vrais utilisateurs qui vont arriver. Donc t'as un truc qui marche. À 15 jours du lancement, normalement, tu devrais avoir un truc qui marche. Donc du coup, là, tu vas chez les gens. C'est-à-dire, plutôt que de faire venir les gens chez toi, tu vas chez eux. Et t'essaies de les mettre en contexte, tu commences le test en disant bah voilà, t'as lu telle news sur TechCrunch, on avait une page avec une news TechCrunch qui n'existait pas mais qui était là, tu cliques sur le lien, t'arrives là. Et là, tu testes vraiment l'interface chez les gens et puis tu regardes. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que nous, par exemple, même si on a fait tout ce qu'on pouvait pour simplifier un maximum l'onboarding, il y a quelques informations qu'on demande qui sont pas des informations que les gens ont typiquement sous la main, quoi. Donc, par exemple, le sirène de ton entreprise. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, c'est une question, quoi. Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu l'as pas? On le savait pas. On faisait l'hypothèse que tu l'avais probablement, mais peut-être que tu l'avais pas. On sait pas, quoi. La seule façon, c'est d'aller chez les gens et de constater, quoi. Donc, on avait mis un lien vers société.com où tu peux récupérer le sirène de ta boîte, si tu veux, mais on s'est rendu compte, en fait, super vite que sur 10 tests, dans 9 cas, les mecs, ils avaient un PDF super accessible et qu'ils le tapaient 10 fois, il y avait le lien qu'ils connaissaient par cœur. Enfin, tu vois. C'est exactement moi, à chaque fois, je dis, putain, je vais dans mon drive, j'ai mon PDF, je copie-colle et boum. Exactement, quoi. Mais donc, tu te rends compte d'un truc. Et ça, tu peux pas le savoir si tu le testes pas chez les gens. Et donc, pour les employés, c'était plus simple. Parce que les employés, en fait, ils arrivent dans un temps d'eux où on a déjà une relation avec l'entreprise, qui a déjà signé un contrat, etc. Donc là, tu prends le dernier mec qui a signé chez toi, tu lui dis salut, quand est-ce que tu vas inviter tes salariés, et puis t'y vas. Donc tu dis attends-moi, le jour où tu le fais, je viens, quoi. Donc, tu viens 2 personnes dans la boîte, tu dis bonjour, je suis Alan, et puis le CEO il invite ses salariés, et ensuite tu demandes aux salariés de les appeler quand ils vont s'onboarder, de t'appeler quand ils vont s'onboarder. Donc là tu te mets derrière et tu regardes. Ouais. Tu filmes ou pas? Non. Alors tu peux filmer, j'ai rien contre filmer. Ça crée une distance. Les gens sont filmés, tu sais pas à quel point ça a un impact sur la manière dont ils se comportent. Déjà, c'est difficile de leur demander d'être naturel quand il y a quelqu'un qui regarde par-dessus leur épaule, mais si tu leur mets une caméra en plus, c'est vraiment compliqué. Deuxième truc, je sais pas, mais une fois que t'as 8 heures de vidéo, je sais pas pour toi, mais moi, genre, je sais pas quoi en faire. Ouais. Donc après, donc filmer, c'est un truc d'agence. Si t'es une agence de design, non mais au-delà de l'aspect potentiellement financier du truc, c'est juste que t'as un client qui est externe, que t'as besoin de convaincre du fait que t'as bien fait ton travail, qui lui a pas forcément assisté au test, qui veut avoir des preuves, etc. En fait, t'as un besoin de restitution qui est beaucoup plus important. Il y a moins de confiance en fait. Moi, quand je fais des tests utilisateurs chez Alan, les gens ont confiance en moi pour restituer un résultat qui, je pense, est juste et correct et de pas. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où on remettait en cause ton... C'est pas aussi direct que ça. C'est pas je te fais pas confiance. C'est je crois que t'as pas compris. Ou je refuse de te croire. Ah tu vois, j'y crois pas, quoi. Ou c'est ton utilisateur est stupide. Non, mais c'est ça, parce que ça peut arriver souvent, ça. Comment tu... Mais c'est pour ça que tu fais toujours, nous, les premiers sprints qu'on a fait donc les premiers tests utilisateurs qu'on a fait, c'était avec les sprints. Et les premiers sprints qu'on a fait, toute la boîte participait au sprint et du coup à la phase de test. Donc on était dans une pièce en dessous. Pour le coup, il y avait une rediffusion vidéo sur ces tests-là. Parce qu'on regardait, en fait, en live ce qui se passait. Tout le monde prenait des notes et écrivait sur des post-it. Une fois que les gens ont fait ce process une fois, ils ont confiance dans le process. C'est ça. C'est-à-dire qu'après, même s'ils sont pas là et qu'ils ont pas vu, ils lisent le résultat, ils savent comment est-ce que t'es arrivé à ce résultat, ils visualisent le truc, ils ont pas forcément besoin d'avoir un extrait vidéo qui leur montre qu'est-ce qui est pas allé. C'est intéressant, mais tu t'instaures quand même la confiance en invitant tout le monde à participer au moins une fois. Comme ça, ils ont une visualisation même de concrètement comment ça se passe. Ok, c'est intéressant. Et donc pas de vidéo, potentiellement de l'audio par contre, ça peut arriver? Moi, je le fais pas non plus, enfin très rarement. Mais en règle générale, j'enregistre pas, tout simplement parce que on n'a pas le temps C'est pas du matériel que je vais réutiliser derrière, parce que je vais jamais avoir le temps de repasser sur 7 ou 8 heures Ok, mais de matériel. Donc du coup, tu prends note Par contre, on prend note tout le temps, Donc on est 2 quand on fait des tests. Il y a une personne qui conduit le test, qui a vraiment un focus sur l'utilisateur, s'assurer que la personne a compris, qu'elle est bien, poser des questions en essayant de pas biaiser le test, etc. Et puis quelqu'un qui prend des notes. Bon, en vrai, les 2 peuvent prendre des notes, mais on est sur un doc partagé sur Google et puis on prend des notes. Vous avez pensé mobile ou vous vous êtes dit c'est dans un cadre professionnel, donc ça va être le in situ, ça va être desktop et puis on se concentre sur l'interface. Donc on a une app mobile, mais tu peux pas t'onboarder dessus. Et tu peux pas t'onboarder dessus parce que, par exemple, des informations comme le sirène et tout ça, et les chances que tu l'aies disponibilité sur ton smartphone sont vraiment faibles. En fait, choisir une assurance santé quand t'es un
un CEO d'une boîte, c'est quand même une vraie décision. C'est engageant, et tu la fais rarement parce que t'as vu une pub dans le métro et que t'es en commute sur la ligne 14, quoi. Genre, on n'y croit pas trop. Du coup, à la base, on s'est vraiment posé la question et en fait, de ce qu'on a pu comprendre en parlant avec les gens, de ce qu'on voyait qu'il fallait qu'on fasse pour l'onboarding, pour que ce soit sympa, etc., on s'est dit que ça se ferait pas trop sur mobile. On n'a pas été, on n'a jamais reçu de preuves que ce soit faux. C'est intéressant parce que vous vous positionnez comme étant la première plateforme digitale qui, etc., mais digital ne veut pas dire forcément mobile. Non, ça tient compte de l'expérience et c'est l'intelligence de à quel moment ça a du sens d'être sur tel ou tel device, quoi. Ouais, pour nous, je pense que ça aurait été contre-productif d'être mobile first. Ouais. Par exemple. Ouais, c'est intéressant. Vraiment. Et les seuls moments où on s'est vraiment posé cette question, c'est genre des moments où on se posait la question de faire des partenariats avec des Deliveroo, des gens comme ça, pour assurer leur rider, par exemple. Ouais. Et donc là, t'es sur une population qui est très différente. Donc, en fait, il se trouve aussi que notre cible sont en général des gens qui ont un bureau, qui travaillent au bureau, qui ont un ordinateur, qui sont dans un écosystème où en gros ils vont sûrement dealer avec ce problème-là au bureau devant un ordinateur. Si tout d'un coup tu te mets à assurer d'autres types de gens, par exemple, être en contact avec Amazon à une époque, et en fait eux leur problème c'est qu'ils ont plein de gens qui sont dans des warehouses. Ouais. Et donc qui ont pas d'ordinateur, tu vois. Donc eux ils viennent au bureau le matin, leur boulot c'est de pousser des trucs, d'aller chercher des boîtes, de les déplacer, enfin tu vois. Donc eux on sait même pas s'ils ont un smartphone, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est encore un autre univers. Les gens qui sont de l'économie uberisation, etc. Eux, leur outil principal c'est le smartphone, clairement. Ils en ont 3. Donc c'est ça, ils en ont 3, ils sont hyper connectés, ils savent très bien l'utiliser. Donc typiquement ces gens-là, si on devait les adresser demain, clairement on ciblerait le mobile. Par contre, pour les bénéficiaires, donc les gens une fois qu'ils ont signé et qu'ils sont chez nous, là il y a un vrai intérêt à avoir une application mobile, tu vois, parce que par exemple un cas modal, c'est je sors de chez le médecin, j'ai une feuille que je vais devoir envoyer à mon assurance, ça me fait trop chier, et je la prends en photo et je la transfère, tu vois, et je veux le faire maintenant quand je sors de chez le médecin parce qu'après je vais la perdre la feuille. Donc exactement. Ou alors je me retrouve avec la pile des 250 feuilles à devoir faire en une fois. Donc ça c'était pour nous le cas modal. Les autres trucs c'est avoir une notification que j'ai été remboursé ou ce genre de choses. Donc là du coup où j'ai posé une question au support et j'ai besoin d'avoir une réponse, et là du coup être devant mon ordinateur c'est chiant, enfin tu vois, j'ai envie de contacter le support, d'avoir une réponse en mobilité, de recevoir ma réponse. Donc après il y a tout un tas de cas d'usage dans la vie réellement des bénéficiaires. On pourrait être mobile first, on l'est pas complètement parce que 100% des utilisateurs ont pas forcément de smartphone, etc., mais on l'est de plus en plus. Et il y a des fonctionnalités qu'on va fabriquer qui seront que sur mobile. Vous rentrez par les CEO ou les HR, c'est ça? C'est eux qui signent, c'est surtout les CEO ou les ressources humaines? Nous, on les appelle les décideurs ou les décideurs, mais il y en a pas mal de différents et ça dépend un peu du type d'entreprise auquel tu t'adresses. Une toute petite boîte qui est très jeune, en général, il n'y a pas quelqu'un qui est RH et qui s'occupe de ça. Éventuellement, il y a un office manager qui peut s'occuper de ça. Mais sinon, ça va être le CEO ou le CTO ou le CFO, enfin, ainsi quelque chose de cette boîte-là. Dès que tu rentres dans des boîtes plus grosses, en général, ils ont un HR, c'est lui qui va s'en occuper, ou alors c'est le CFO parce qu'ils considèrent que c'est plus un problème financier, tu vois. Donc ça dépend un peu. Les stakeholders là-dessus, enfin les acteurs potentiels sont assez variables. Pour reprendre donc sur la deuxième partie de la question qui était sur la démarche collaborative dans la définition des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour vos clients. À nouveau, il y avait un article qui était intéressant qui était paru sur le Product Strategy Sprint que vous aviez mis en place, en tout cas au moins en 2017, où en gros toute la boîte s'était réunie et vous aviez mis en place un sprint sur 5 jours, donc inspiré par le Google Design Sprint célèbre. Est-ce que vous le faites encore? Est-ce que c'est toujours aussi collaboratif ou est-ce que finalement vous allez de plus en plus vers une organisation assez classique où quelques personnes décident? Alors pas pour l'instant. Non, enfin, je me méfie parce que, enfin, on grossit rapidement et donc c'est un vrai challenge. Enfin, à proprement parler, on sait pas comment on va le faire dans quelques mois de maintenant. Enfin, donc, quand on publie ce genre de documents, c'est pas histoire de dire on a raison, on est les meilleurs. Hein, c'est juste, enfin, on est dans un certain contexte. Ça a marché pour nous. En tout cas, on a eu l'impression que ça a marché pour nous. On est content de le partager avec d'autres gens. Je sais pas si ça marchera dans 2 ans ou pas. Je sais pas si on le fera exactement comme ça. Ce qui a de la valeur, en fait, c'est pas forcément que tout le monde participe. C'est qu'il y ait une catégorie suffisamment large de gens qui participent. Parce que là, c'était 9 personnes, hein, je voyais. Alors, il y a eu, on l'a fait 2 fois, jusqu'à maintenant. D'accord. 2 fois et demi. La première fois, on était encore tout petit, on était 9 ou 10.
Okay. Donc là, on est tous partis à Tenerife une semaine, s'égayer dans le jacuzzi et puis travailler entre 2 séances de jacuzzi, quoi. Avec des avec des post-it qui traînent dans l'eau. Exactement, quoi. Et donc à l'époque, et en fait, on a avant ça, on a vraiment commencé à travailler sur le produit chez Alan en faisant un sprint. Ouais. Et en fait, la méthodologie sprint telle qu'elle est définie par Google, elle s'applique assez bien à ce genre de cas-là, quoi. T'as une feuille blanche. C'est toi qui l'as amené cette méthode ou Non, j'ai pas eu besoin de l'amener. En fait, la plupart des gens chez Alan ont une bonne sensibilité produit et ils se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut travailler sur un produit, comment est-ce qu'on prend des bonnes décisions. Enfin, il y a une vraie conscience méta, en fait, globalement, sur tout ce qu'on fait, sur le recrutement, sur l'organisation, sur plein de choses. Okay. On est self-conscious, quoi. On réfléchit à ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Donc typiquement sprint, quand je suis arrivé chez Alan, il y avait 10 livres sur un 10 livres sprint qui était sur un truc et tout le monde était pris de le lire. Donc moi je l'avais déjà lu, mais donc c'était cool. Et puis donc on a fait un sprint qui était à l'époque, du coup, enfin tu connais un peu la méthode, je sais pas si tu l'as déjà appliqué, donc identifier comment tu te vois dans un an, qu'est-ce qui t'a permis de le faire, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire. Donc t'identifies en fait petit à petit les plus gros risques pour ta boîte. Du coup les premières choses à adresser, les trucs qui sont super importantes. Nous, en fait, c'était les onboarding. Grosso modo, c'était être capable de convaincre et de signer des entreprises de manière super simple. On pensait que c'était ça le premier point de friction qu'on aurait à se développer, quoi. Donc on s'était vraiment concentré là-dessus, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Sprint, c'est plus une collection d'outils. Ouais. C'est comme ça qu'ils le présentent d'ailleurs, en fait, hein. Les gens qui ont écrit ça, ils ont une grosse expérience des séances de créativité, quoi, en général. Donc ils ont fait tous les trucs depuis les années 70, les brainstorming, les machins et tout. Enfin, ils connaissent tout ça, et donc ça a été une lente réalisation pour eux, quoi, réaliser que ce qu'ils faisaient était pas forcément très efficace, pourquoi c'était pas efficace, qu'est-ce qui était efficace, réagencer tout ça dans un truc qui soit à la fois short, etc. Pardon, juste une parenthèse, j'ai regardé, ils ont développé, via Google, un designer sprint. Il y a un site dédié à ça qui permet vraiment de rentrer dans le détail de chacune des étapes clés, comprendre. Il y a des vidéos, il y a des textes de référence, etc. Donc, c'est super bien fait. La doc est super bien faite et tout, et ça se développe encore maintenant. Donc c'est intéressant de suivre ça. Mais donc surtout c'est un ensemble de petits outils qui permettent à certains moments de faire travailler plusieurs personnes, d'analyser le résultat, de trier le résultat, de se poser les bonnes questions. Et en fait c'est hyper intéressant de prendre les éléments atomiques de ce truc-là, granulaire, et de les réagencer différemment pour faire autre chose. En fait, si tu arrives à comprendre ce que chaque élément fait, quelle est sa fonction, tu peux construire d'autres machines avec. C'est top, ça. Donc c'est un peu ce qu'on a fait en fait avec la première version du sprint, du stratégie sprint, enfin qu'on a fait nous, qui était du coup pas un sprint à proprement parler, quoi. Et donc on a réfléchi un peu comment est-ce qu'on pense qu'on pouvait le faire. On a développé ça sur 5 jours pour essayer de le faire, et on a fait une deuxième fois ça en peut-être 8-9 mois, enfin grosso modo 1 an après. Et là on était plus nombreux, on était 20 ou 25, donc on a travaillé différemment, on a divisé les gens en plusieurs équipes qui allaient travailler dans des directions données. Il y avait 7 ou 8 directions différentes, tu pouvais être dans plusieurs équipes, mais en suivant grosso modo le même principe. Donc en gros le principe, si tu veux, c'est bien comprendre quelle est la mission de ton entreprise en général, donc se mettre d'accord là-dessus. Donc t'as un truc qui arrive avant en fait cette semaine de stratégie, qui est vraiment clarifier qu'est-ce que ma boîte fait et pourquoi et comment est-ce qu'on veut le faire, que tout le monde soit aligné là-dessus. Et donc nous, on a des manières de travailler là-dessus en collaboration. On utilise beaucoup GitHub qui propose un truc qui s'appelle Issues. Donc c'est juste en fait des fils de discussion. On a une manière assez rigide de les écrire. Donc tu décris le scope, ce que tu cherches pourquoi est-ce que tu ouvres cette issue, quel est l'objectif de l'issue, quel est le scope de l'issue, quelles sont les propositions que tu fais. Tu demandes à des gens de participer. Donc tu peux avoir des discussions qui sont très longues sur des sujets, donc notamment sur la mission d'Alan. Il y a eu une grande discussion sur c'est quoi la mission d'Alan, comment est-ce qu'on peut le phraser de la manière la plus claire et la plus évidente, etc., jusqu'à arriver à donc même en fait à ce niveau-là, même si c'est pas dans une phase de sprint à proprement parler où tout le monde fait que ça, tout le monde participe en fait à l'écriture de cette définition. C'est quand même assez incroyable de participer à l'écriture de la mission d'une startup. Généralement c'est plus du top-down que quelque chose qui est
remonter de n'importe qui, d'un développeur à un mec dans le design, tu vois. Ouais, non, c'est sûr, c'est super cool. Donc c'est hyper intéressant. Enfin, c'est un truc que tout le monde aime. Oui, qui fait partie, je pense, aussi ça fait partie du truc. Qui attire. Je pense qu'on envisagerait pas vraiment différemment pour l'instant. Ouais. Mais donc t'as une phase préalable qui est bien clarifier ta mission. Ensuite, du coup, on a défini comment est-ce qu'on allait découper le travail en plusieurs silos, quoi. Ouais. Et ensuite, chaque équipe a défini la mission de son silo. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire, comment est-ce qu'on mesure le succès de ça. Ouais. Ensuite, on a tout un tas d'étapes qui permettent de générer des idées, arriver à un niveau de description de ces idées qui est suffisant pour que quelqu'un puisse le lire, comprendre ce que ça veut dire, en évaluer la valeur pour les utilisateurs et le coût. Ouais. Donc grosso modo, c'est une description. Tu pourrais évaluer que c'est la description d'un MVP par exemple de l'idée, quoi. Si je devais faire cette idée, le minimum viable pour cette idée, ce serait quoi? Ouais. Et donc tu le décris, l'utilisateur peut faire tel truc, qui est sur tel endroit, enfin tu vois, tel est le scope du machin. Donc il y a des idées qui sont très très courtes et qui peuvent être, tu vois, une correction d'un problème quelque part. Bon, là il y a pas besoin de s'attarder dessus pendant un diplôme, tu sais à peu près. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus nébuleux, quoi, où il faut passer plus de temps à refine. C'est là où tu peux utiliser des étapes de sprint. Notamment tout ce qui est sketching, drawing, etc. pour tester un peu des idées, etc. Voilà. Ouais. Ce qui te permet d'arriver, tu vois, au moins à une proposition d'un wireframe rapide en une demi-heure sur une idée même complexe. C'est top ça. Ouais. Et donc à la fin, on a toute une liste d'idées et après, tous les gens de l'équipe votent. Donc tu valorises et tu mets le coût, quoi. Donc tu essaies d'évaluer le coût. En fait, suivant ton équipe, tu définis aussi. Enfin, c'est un des trucs qu'on fait au début. C'est comment est-ce qu'on définit la valeur de quelque chose et comment est-ce qu'on définit le coût de quelque chose. Donc par exemple, on avait une crew la dernière fois. Les crews, c'est les équipes chez nous. Ouais. On avait une équipe, parce qu'on travaille en anglais, donc c'est des fois un peu difficile de faire le. Donc c'était une équipe qui travaillait sur les nouveaux. En anglais d'ailleurs. On a des gens chez nous qui parlent que anglais. D'accord. Tout simplement. On en a eu dès le début. Donc en fait, toute l'écriture est en anglais. On essaie de parler anglais au bureau. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent français. C'est bien, ça set l'ambition aussi. C'est bien. Et donc l'équipe, travaillait sur les nouveaux services et. Je sais plus ce que je voulais dire en fait. sur la définition de valeur et coût. Ouais, et en fait donc un des éléments des nouveaux services par exemple, c'est qu'on voulait pouvoir les lancer à horizon 2 ou 3 mois. Okay. D'abord parce qu'on veut apprendre rapidement et puis parce qu'il y a une opportunité de communication dessus. Tu vois. Donc et donc vu l'horizon de temps, on voulait pouvoir communiquer le fait de pouvoir communiquer dessus avant septembre était important par exemple. Et donc dans le coût, plutôt que de mettre un coût uniquement sur le temps de travail, on mettait un coût sur le temps avant le lancement. C'est un peu différent. Tu vois, par exemple, t'as des idées que tu peux avoir qui ont nécessité des partnerships. Ouais. Si tu fais des partnerships, tu sais que tu vas t'en prendre juste pour 1 mois et demi, 2 mois, où il y a pas forcément beaucoup de temps impliqué, toi, de travail, mais où t'as des allers-retours, etc. Donc ça veut dire que ton projet, tu peux pas le lancer de toute manière avant 2 mois, parce que c'est le temps qu'il te faudra pour identifier des acteurs et te mettre en contact avec eux, et éventuellement faire une ligne. Donc tu vois, on le costait donc l'évaluation du coût était un petit peu différente que ce qu'on peut faire sur d'autres trucs où on va évaluer le coût en heure homme, tu vois. Exactement, c'est ça, le fameux RACE où l'effort, en fait, c'est juste le jour homme nécessaire à la création de ta fonctionnalité. Là, tu tiens compte aussi. Ah, c'est intéressant, Ok. Justement, en parlant de saisonnalité, est-ce qu'il y a des pics de période dont vous devez tenir compte pour, je sais pas, là c'est la rentrée, donc du coup, il va y avoir une nouvelle fournée de... Ouais, nous on a des grosses saisonnalités en assurance, c'est un des trucs un peu désagréable, mais la plupart des assurances en fait bloquent leurs assurés. Ouais, c'est ça. Pour 1 an. Et c'est au 31 octobre? Ouais, c'est ça. Donc en fait, si t'es une entreprise et que t'as une assurance santé pour ta boîte, ce qui est une obligation, donc en général tu l'as, tu ne peux dénoncer ton contrat que avant le 31 octobre. D'accord. Pour le 1er janvier. En fait, tu peux arrêter ton contrat que au 1er janvier. Ouais. Et il faut que tu l'aies annoncé au moins 2 mois avant, donc 31 octobre. Donc nous, ce qu'on fait, c'est plus smooth que ce que font les autres, c'est que on t'oblige à rester 12 mois, mais après tu pars quand tu veux. Alors que les autres, par exemple, vont faire les mêmes clauses que pour les entreprises et t'obliger à envoyer ta lettre de... Avant le 31 octobre. Exactement. Donc et donc du coup, en fait, cet état de fait du marché crée une saisonnalité super forte, qui fait que quand t'arrives en septembre-octobre, c'est les 2 gros mois, donc là on est en plein dedans, là. Merci beaucoup d'être là pendant cette phase de rush. Ouais. Et après ça, du coup, on a une grosse croissance. Okay. Parce qu'on a signé des entreprises pendant 2 mois. Ouais. Tous les employés et bénéficiaires de ces entreprises vont arriver en décembre et en janvier. Et donc là, on fait sur notre base d'utilisateurs x10, x20, x30. Ouais, c'est ça. Sur un mois. Ouais.
plus les entreprises sont grosses, plus vous multipliez votre base, quoi. Ouais, clairement. Okay. Donc en fait on a du coup de fait aujourd'hui on commence à le voir parce qu'on n'existe pas depuis très longtemps, donc c'est un apprentissage qui se fait dans le temps, mais on a vraiment un truc où septembre-octobre on travaille beaucoup sur la distribution, la vente, améliorer certains parcours d'inscription pour que ce soit le plus fluide possible, etc. Ensuite on travaille beaucoup sur améliorer toute l'interface, tout le produit pour être capable d'onboarder beaucoup de gens. Ouais. En gardant une qualité de service qui est super bonne, croître l'équipe support, etc. Et une fois qu'on a passé janvier-février, on rentre dans une phase où on a quelques mois tranquilles et où on peut réfléchir à des nouveaux produits, des nouveaux services, des choses un peu différentes. Comment vous mesurez la satisfaction de vos utilisateurs ? On le mesure pas super bien aujourd'hui. On le mesure parce que les gens sont super contents de nous voir, on a régulièrement des tweets et des choses comme ça, même au support, enfin, tu vois, ça c'est du social très media. Rarement de mauvais retours ou quoi que ce soit, donc c'est comme ça qu'on le mesure principalement. On n'a pas de trucs automatisés ou semi-automatisés comme le NPS ou score ou des choses comme ça. Je suis Moi je suis pas fan du NPS. Ouais, donc je suis pas hyper emballé quoi. Dis-moi pourquoi, ça m'intéresse. C'est un peu trop facile de jouer le système. Et qu'en fait, en fonction de à qui tu demandes et quand tu demandes, tu vas avoir des réponses qui sont complètement différentes. Exactement. Et donc du coup, j'ai un peu du mal à voir comment est-ce que tu peux. En fait, je pense que c'est surtout un indicateur qui est utilisé pour des investisseurs, des gens comme ça, parce que telle boîte de leur dire j'ai un bon NPS. Et donc, tu vois, pour eux c'est une métrique simple qu'ils comprennent, mais je pense qu'elle reflète pas vraiment la réalité, quoi. Voilà, ce qu'on essaie de mesurer, c'est par exemple, on a quelques critères objectifs. Du type la vitesse à laquelle on a réussi à téléconnecter un bénéficiaire. Du coup, tu me fais penser, qu'est-ce qui t'a motivé toi à passer de chez WeThings? Alors la réponse à laquelle j'ai pensé, c'était on reste dans le monde de la santé. Ok, bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Passer de WeThings à Alan. Alors j'aime bien la santé parce que ça c'est un objectif qui me parle. Mais après ce qui est important pour moi, c'est de travailler sur quelque chose où j'adhère à l'objectif. J'ai pas l'impression de faire un truc ça. Donc ça c'est important pour moi, sinon j'ai pas de motivation, et si j'ai pas de motivation, je suis nul à ce que je fais. D'accord. Donc ouais. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire pour toi c'est avoir de l'impact? Faut que ça ait de l'impact ou Ouais. Enfin, faut que j'ai l'impression que quand je me lève le matin et que je bosse, à la fin de la journée, il y a des gens qui ont une vie meilleure quelque part, quoi. Enfin, sinon c'est un peu voilà, je perds un peu la motivation. Donc mais ça pourrait être beaucoup de choses différentes, tu vois. Quand tu travailles chez SpaceX, tu essaies de sauver l'humanité en l'envoyant sur Mars, en t'assurant que elle sera présente sur 2 planètes et pas une seule. Et donc si on a une qui disparaît, il y aura toujours. Mais quand tu y penses, c'est magique, hein. Ouais. Ça, se dire, ok, on en est à une étape où l'humain, il va falloir il aille ailleurs, quoi. Ouais. Je sais pas s'il le faut, quoi, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle tu pourrais penser ça, me paraît. Exactement. Ouais. Déjà qu'on arrive à préserver la planète au lieu de la pourrir, mais ouais. Enfin bon, mais donc, tu vois, il y a plein de manières d'avoir le sentiment d'être utile, quoi. Et la santé n'est pas le seul, quoi. Il se trouve que, non, ce que je cherchais, en fait, principalement, en fait, WeThings, c'était super intéressant. J'étais le premier designer à arriver, il y avait personne là-bas. Au début, j'ai tout fait, je faisais les packaging, les guides. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. les guides d'utilisation et tout. Les guides d'utilisation aussi? Ok. Ouais, je faisais le site showroom tout au départ. C'était vraiment, c'était assez marrant, mais et donc j'ai appris plein de trucs là-bas. C'était vraiment super intéressant. Mais quand je suis arrivé, la boîte existait déjà depuis 2 ans, et il y avait déjà une recette, il y avait une organisation interne qui était très figée, quoi. Et grosso modo, la recette WeThings, c'est un beau produit hardware qui sort et une application qui est une application compagnon. Oui. Et puis du coup tout ça est organisé dans un process qui est très structuré comme ça. Et en fait faire changer ça, c'était très très difficile, voire impossible, tu vois. Enfin moi ce qui m'aurait intéressé c'est d'avoir un impact sur la stratégie de WeThings, potentiellement développer des lignes de produits lignes de revenus qui seraient plus axés sur le software, tu vois. Ouais.
Donc en fait, il y avait plein de choses, mais c'est pas forcément ce qui intéressait, c'était pas dans la stratégie de la boîte, c'est pas ce qui intéressait les fondateurs, qui sont des gens qui ont une vraie sensibilité pour le produit physique, quoi, qui aiment produire un bel objet, qui marche bien, etc. Mais principalement orienté là-dessus, quoi. Et donc en fait, j'étais arrivé un petit peu tard, si tu veux, dans un truc où, tu vois, quand je vois le mal que j'ai eu à faire des tests utilisateurs chez WeThings, par exemple, c'est parce qu'il y avait déjà une manière de penser. Pourtant, 2 ans, c'est pas énorme, mais en fait, 2 ans, c'est hyper, enfin, c'est là que tout se passe, quoi. Ouais. C'est que si tu réussis en 2 ans, tu te dis, j'ai trouvé la recette de ce qui marche, et donc je continue à appliquer cette recette, quoi. Ouais. Et c'est normal de penser comme ça, tu vois. Ouais. Et WeThings, c'est une réussite, quoi, comme t'en trouves peu, en 2 ans, une petite boîte française qui sort des produits hardware qui sont utilisés par Tim Cook, Larry Page, gros hit dans la Silicon Valley, etc. Enfin, donc tu vois, tu te dis, je dois faire des choses bien, quoi. Sinon je serais pas là, quoi. Et ensuite, tu sais plus trop, tu vois, dans la manière dont tu fais les choses, ce qui fait que ça réussit et ce qui est en fait plutôt un handicap, mais tu le sais pas. En fait, tu sais comment tu fais les choses, tu sais pas ce que tu vas changer là-dedans, à quel point ça va impacter ça. Et après, t'as la sensibilité des gens, quoi. Une sensibilité qui est sur, tu vois, si ce qui t'excite, c'est de produire un nouveau produit hardware, ce sera pas de faire un système de coaching dans ton app pour tu vois, voilà, c'est juste ça t'intéresse pas, quoi. C'est pas ton... Ouais. Parce que c'était un des points intéressants que t'évoquais justement, qui était une des leçons. J'invite les gens à aller lire ton article là-dessus sur une des leçons si vous voulez faire du hardware, qui était effectivement la potentielle monétisation via le soft. Et l'importance d'avoir une monétisation sur potentiellement sur du long terme, du recurring revenu qui se fait via le soft et pas nécessairement que sur du hardware, parce que voilà, c'est un one shot, tu l'achètes une fois et à moins d'avoir une base d'utilisateurs, d'acheteurs énorme. Donc c'est un peu de ça dont tu me parles quand tu dis d'avoir développé des liens. Typiquement, par exemple, ce type de réflexion était difficile à avoir. Alors que il y avait plein d'opportunités, quoi. De faire tu vois, tu vends des balances à des gens qui en général sont dans un mode où ils cherchent à perdre du poids, bien sûr, plus souvent, donc et ça va avec toute une galaxie de trucs, tu vois. Tu cherches à perdre du poids en général, tu cherches soit à avoir un appui social, donc à être en contact avec d'autres gens qui perdent du poids pour que tout le monde se motive en même temps, ou alors tu vas chercher à avoir des accès à des régimes, ou tu vas chercher à avoir accès à des diététiciens, des gens qui vont en fait tu vois, t'as toute une galaxie de choses potentiellement que tu peux faire, dont les gens ont besoin, qu'ils ont envie, qu'ils sont prêts à payer pour avoir. Qui paye déjà. Ouais, enfin, qui paye ailleurs, différemment. Et donc, en fait, tu vois, il y a d'une certaine manière, t'as un point d'entrée naturel pour plein de demandes, quoi, que tu peux assurer, quoi. Pour moi, ça me fait penser à Apple, hein. C'est exactement la stratégie du hardware qui te vend après sur du soft, hein. Ouais, complètement. Ouais, t'as ce même truc. Et tu vois, typiquement, on avait une caméra Wi-Fi pendant longtemps, Baby Monitor. Ouais. C'était un super produit. Moi, j'avais connu ce produit-là avant de travailler chez WeThings. C'était un pote qui l'avait acheté. Et il était tellement heureux, quoi. On était à la machine à café, et il me montrait son fils, quoi. Il disait, regarde, et je peux lui parler et tout. Enfin, c'était un vrai objet qui lui permettait d'avoir une relation à distance avec son enfant. Enfin, tu vois, vraiment un objet sympa. Et c'était la première caméra Wi-Fi à sortir, donc quand même, tu vois, pas n'importe quoi. Mais derrière, t'as Dropcam qui a fait une autre caméra Wi-Fi, mais eux, ils ont travaillé sur le segment de la sécurité. Puis ils ont principalement, tu vois, les caméras Dropcam, elles étaient pas géniales, hein. Rien d'incroyable, c'est resté les mêmes pendant des années. Enfin, d'un point de vue hardware, complètement prenable. Mais ils ont travaillé sur le software, avec un revenu récurrent, avec des trucs payants. Et enfin, donc pour eux, c'était je crois la sauvegarde des vidéos ou des trucs comme ça. C'est ça. Ouais, sauvegarde vidéo, enregistrement en continu, tu vois. Ouais. Ok. Donc t'as plein de modèles que tu peux trouver, et en fait ce qui se passe c'est que si t'as pas un revenu sur les appareils que tu fabriques, t'as pas un incentive en tant qu'entreprise à continuer de développer le software qui va avec. Et donc typiquement le Baby Monitor, à un moment donné il est devenu un peu vieux technologiquement, et l'application elle était liée que à ce produit-là, donc elle a un peu cessé de se développer. Et du coup les gens qui avaient acheté ce produit-là se retrouvent au bout d'un moment avec un produit qui est en fin de vie, tu vois. On fait penser tu lances ton mini-site avec ton événement, quoi, et puis ton truc il meurt avec le... Ouais, exactement. Ok. Et tu vois, c'est un truc que t'apprends qu'en faisant, hein, parce que j'aurais pas pu prévoir ça, quand je pense que personne avait ça en tête quand le produit est sorti, mais c'est ce qui se passe à proprement parler, quoi. Si t'as pas un incentive à maintenir, tu vois, alors que si t'as acheté un Pulse, il y a un produit sur lequel j'ai travaillé quand j'étais il y a longtemps, et que par miracle tu l'utilises encore et qui fonctionne encore, tu vois, l'application Healthmate qui elle sert en fait à plein de devices différents, elle est toujours maintenue, elle est toujours propre, t'as une version iPhone 10, etc. parce que comme elle sert à plein de devices différents et qu'il y en a des nouveaux qui sortent chaque année, elle est maintenue, tu vois. Mais
Ah, c'est intéressant. Et pour revenir à ma question originale, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à partir et à rejoindre Alan? Du coup, pour revenir à ça, en fait, j'étais super intéressé par rejoindre une boîte qui avait un projet qui m'intéresse, un état suffisamment tôt pour avoir un impact en fait fort sur la manière dont la boîte se structure et sur la façon dont le produit est pensé en fait, tu vois. Okay. Petit à petit dans ma vie en général, j'ai remonté les échelons, tu vois. J'ai commencé par faire mes premiers projets, j'étais très sur le produit côté front utilisateur, etc. à essayer de penser, tu as des boutons qui étaient jolis, des machins. et puis à un moment donné, tu fais super bien ton travail, tu mets tout dedans et puis ça marche pas. Tu te dis pourquoi ça a pas marché? Et c'est parce qu'à l'étage du dessus ça marchait pas en fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage du dessus? En fait la stratégie dans la manière dont on a pensé le produit, c'était en silo pendant 8 mois et en fait le temps de sortir le truc c'était bourré de bugs, on n'a jamais réussi. Enfin tu vois. Je dis ok donc si je veux que mon projet réussisse, il faut aussi que je réfléchisse à la manière dont on va l'implémenter, dont on va récolter du feedback de manière régulière pour pas créer un monstre qu'on peut pas débugger, qu'on peut pas faire évoluer en 8 mois avant d'avoir le moindre feedback utilisateur que t'as pas vraiment d'ailleurs parce que tu traques pas en fait vraiment ce que font les utilisateurs et tout ça. Ouais. Donc ok, tu commences à réfléchir à un autre niveau quoi. Petit à petit, tu remontes vers l'expérience et puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est en fait c'est le produit, c'est là que tu peux. Et puis ensuite tu dis en fait c'est un problème de stratégie d'entreprise. Ouais. et donc petit à petit tu remontes dans le truc et puis tu donc la prochaine étape pour toi, c'est monter ta boîte alors. Donc pas forcément parce que j'ai très conscience de tous les défauts que je peux avoir. Et je pense pas que je suis quelqu'un qui pourrait monter une boîte et la maintenir tout seul. Tu peux m'en donner un de défaut? Ouais, il y a des choses que j'aime pas faire. Et j'ai un terrible manque de motivation à faire les trucs que j'aime pas faire quoi. C'est-à-dire que Par exemple, dis-moi un exemple de truc qui te étudier beaucoup de documents pendant longtemps, tu vois, par exemple, typiquement, tu montes Alan. Avant de monter Alan, il faut que tu rentres un peu dans le dur sur c'est quoi une assurance, comment ça fonctionne. C'est 8 mois de taf qui a été fait là-dessus. Enfin, tu vois, ça, je peux pas le faire, quoi. Genre, ça m'intéresse pas. J'ai quand même un truc physique et manuel quoi. J'aime construire quelque chose et j'ai besoin que ce soit quelque chose que je peux tu vois un peu toucher. Ouais, et je suis pas donc je pourrais monter peut-être une boîte un jour dans un domaine bien particulier, tu vois, mais j'ai pas forcément l'autre truc c'est que j'ai besoin de gens pour genre je vais être super énergique pendant un certain temps. Ouais. Et puis je vais me fatiguer quoi. Et à un moment donné si je suis fatigué ça tu vois, il faut que je puisse arrêter 15 jours et puis faire autre chose et tout. Et donc je bosse bien en fait avec des gens qui sont des super soutiers quoi, des mecs qui vont jamais lâcher l'affaire quoi. Tu vois, j'ai besoin de ça aussi quoi. Enfin donc tout seul en fait, j'ai peur de pas avoir suffisamment d'énergie, suffisamment de motivation. Je pense pas que. C'est intéressant. Toi, tu t'es formé sur le tas. Ouais. Mais quand j'ai commencé, le monde était différent, quoi. Enfin, l'UX, ça existait pas, à peu de choses près. Enfin, il y avait 2-3 mecs qui faisaient ça, mais c'était totalement inconnu. Norman qui faisait ça. Il y avait pas des designers. Mais moi, je me souviens de décrire le poste, enfin, étant à l'école, avant de commencer à travailler, d'expliquer à un de mes profs ce que je voudrais faire. En disant, voilà, j'aimerais concevoir des objets, mais numériques, enfin, qui seraient... je lui disais, en gros... tu vois, quand tu utilises un ordinateur, t'as un logiciel qui te permet de faire des choses et en fait, qui conçoit ces trucs-là, quoi. Et genre, je savais pas comment ça marchait, quoi. Et personne savait, quoi. Est-ce que c'est un métier? Comment ils s'appellent les gens qui font ça? Ils travaillent où? Enfin, tu vois, c'était un truc. Parce que c'est pas du tout dans la culture art déco, d'ailleurs, ça, hein. Non, pas du tout. La réaction de mes profs à ça, c'était entre genre, ce type est fou et l'intérêt distant, quoi. Alors, ce type, c'est pas une formation. Tu vois, l'iPhone venait d'être annoncé, t'as quelques mecs qui étaient un peu technophiles, qui voyaient ce truc là et qui comprenaient vaguement ce que je voulais dire, tu vois. Ouais. Et j'avais quelques profs après à Reims en particulier, à qui je dois beaucoup, qui étaient plus dans le multimédia. Eux, ils venaient de l'internet, tu vois, Flash, hein. On peut les citer. Ouais, mais c'était Olaf Avenatti et Christian Porry, qui sont toujours profs à Reims d'ailleurs. Ma sœur en est sortie il y a pas longtemps, donc je sais qu'ils sont toujours profs là-bas, et donc c'était super à l'époque. Enfin, c'est eux qui m'ont appris à faire du code. C'était dans un scope où tu allais travailler pour des agences sur des sites web, tu vois. Ouais. C'était pas exactement pareil. Ouais. Que de réfléchir à des produits ou à des services, tu vois. Et donc c'était un monde très différent. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand je suis sorti de l'école, en fait, les entreprises commençaient à prendre conscience qu'il y avait un besoin là-dedans. Il y avait personne qui savait le faire, donc elles étaient prêtes à faire bosser n'importe qui était qui avait envie, plus ou moins dans ce domaine-là. Enfin, tu vois. Donc c'était vraiment très différent, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je vois pas trop en France. Je vois pas trop de formations qui forment vraiment à l'UX à proprement parler. Ouais.
Après, il y a plein de gens qui sortent qui ont toutes les compétences pour monter en compétences là-dessus, quoi. Donc les conseils que je donnerais aux gens qui commencent, parce que c'était ça la question à la base, je pense qu'il faut être super ouvert sur... En fait, ce qui est hyper important, c'est de prendre un job où on va faire des choses. Pratiquement, quoi, de travailler sur des trucs, et il faut pas mettre trop de jugement sur ce sur quoi on va travailler. Je vois plein de jeunes, ils voudraient travailler sur le prochain Uber, sur le prochain truc, genre c'est cool, hein, si tu trouves un job là-dedans, mais je veux dire, le premier truc, c'est d'être dans une équipe où tu vas vraiment avoir les mains dans le cambouis, faire des trucs, parler avec des gens, apprendre sur ce que tu fais, quoi. S'ils ont l'opportunité d'aller bosser avec des gens qui ont une expérience, c'est bien, mais c'est relativement rare, en fait, parce qu'il y a peu de gens qui ont beaucoup d'expérience. Ouais. Et ensuite, genre Internet est là, quoi. C'est cool parce que, enfin, vraiment sur Internet aujourd'hui, tu trouves de la documentation sur beaucoup de choses différentes, y compris sur l'UX, c'est bien documenté, quoi. Tu vas à des meet-up, des trucs comme ça un peu ou pas? En fait, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Oui, cette vie-là est terminée. Donc non, ça m'arrive de le faire, mais assez rarement. Ouais. J'ai peu de temps pour ça. Et en conseil à éviter, justement, chose à pas faire, que tu recommandes d'éviter, à ignorer, des conseils à éviter pour quelqu'un qui démarre, ou quelqu'un un peu plus senior aussi, hein. Ouais. Un truc que tu peux entendre. Alors, une des leçons super importantes que j'ai appris quand j'étais à l'école, d'un de mes profs, c'était on te donne énormément d'outils, et en fait, les outils ont une façon de te contraindre. Ouais. Dans une certaine direction, dans une certaine façon de faire. Et c'est pas gênant, mais il faut toujours avoir conscience de ce que l'outil te fait faire, et d'être capable de dépasser l'outil, et en fait d'avoir une pensée méta sur ce que tu fais, quoi. Donc d'être capable de regarder ce que tu es en train de faire et comment ça pourrait être mieux, et comment ça pourrait être différent. Tous les gens qui commencent aujourd'hui, ils ont pas vu les 10 ans derniers dans lesquels moi j'ai travaillé, où il y avait pas de bonnes pratiques, quoi. Donc en fait, toutes les bonnes pratiques qui existent aujourd'hui sur Internet, qu'on peut voir sur comment être lean, comment travailler bien, tu vois, les design systems, les trucs comme ça, c'est des trucs qui ont été développés dans un certain esprit pour répondre à certains problèmes, et si tu comprends pas quels sont les problèmes auxquels ils répondent et pourquoi ils sont là, bah tu risques d'appliquer connement tout un tas de trucs qui sont pas du tout adaptés à ce que tu fais, quoi. Ouais. Et genre quand j'ai fait passer des entretiens, là, on recrutait beaucoup de gens qui arrivent et qui me disent ouais, j'ai passé 3 mois dans telle startup, j'ai mis en place le design system, et tu te dis bah, et vous êtes combien dans la startup de designers? On est 2. Et du coup, t'as passé 3 mois à faire un design system pour 2 personnes. Ben, tu vois, si t'es Facebook et que tu mets en place un design system pour faire bosser 200 designers différents et t'aller partout dans le monde et essayer de les aligner autour d'une vision commune, quoi. Genre, c'est normal que t'aies une équipe de gens qui fassent un design system, quoi. Ouais. Si t'es 2 dans une startup, je pense que t'es en train de perdre ton temps. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver un product market fit, de tester des hypothèses, et puis genre plus tard, si t'as du succès et que ton problème c'est la consistance de ton interface, ben, super, passe 2 semaines à résoudre ce problème, tu vois, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, quoi. Et donc c'est intéressant. Et donc en fait, tu vois, genre vraiment jamais prendre quelque chose pour acquis, être prêt à changer, comprendre la raison pour laquelle tu fais quoi et comment tu le fais, c'est central si tu veux progresser, quoi. Donc ne pas le faire, c'est une grosse erreur. Très bien. Dans des sollicitations auxquelles tu arrives le plus à dire non aujourd'hui, ou tu avais du mal avant? De choses. Tu veux dire dans le boulot? Ouais. J'ai jamais eu vraiment eu de problème à dire non. C'est un truc... Parfait. Avec ma copine, on a un truc comme ça. Elle, sa réponse par défaut, c'est oui, moi c'est non. Donc, il suffit de demander un truc, par défaut, elle va répondre oui, il faut qu'elle réfléchisse pour répondre non. Moi, si tu me demandes quelque chose, en général, ma réponse, ça va être non. Et ensuite, je vais réfléchir. Et éventuellement, je vais te dire oui, quoi. Ah, c'est chiant, ça. Donc, en fait, on se dit, ok, Edouard, je sais qu'il va me dire non, j'attends 3 jours, et puis il va revenir vers moi, c'est ça? Non, on peut parler. En plus, je me connais, donc je me soigne. Donc j'essaie de Pourquoi ça? Pourquoi tu penses que, par défaut, c'est non? Je pense que c'est vrai pour tout le monde. Tout le monde a une position par défaut. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? Je sais pas, c'est vraiment de la psychologie à 2 balles, je pense que... mais dis-moi. Moi, je suis le premier de ma fratrie, quoi. Ah, ok. Donc un jour, j'ai eu un petit frère qui m'a tout volé. Bienvenue au club. Voilà. Et donc j'en sais rien, tu vois, genre peut-être une explication possible, c'est que je me suis senti envahi, et du coup maintenant je suis en position défensive depuis, tu vois. C'est pas si à 2 balles, hein. Mais donc ouais, j'ai pas trop de problème à dire non, ça a jamais été un souci. Mon problème, c'est plutôt d'apprendre à dire non d'une manière constructive. Et d'apprendre à dire oui quand je pense que c'est une bonne idée, quoi. Je pense que je le fais. Est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu étrange? Je trempe mon chocolat dans mon café.
Ouais, au déjeuner, je fais toujours ça. Donc il y a des gens au bureau, ils attendent de me voir faire ça. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, beaucoup, c'était sympa. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors, avant de vous quitter, juste quelques petites choses. D'abord, encore merci à Edouard pour son temps et pour son retour d'expérience. Vous pouvez le retrouver sur Twitter sous le pseudonyme @duncid, DUNCID, ou directement sur son site web, c'est peut-être plus simple, edouardvautier.com. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils ou les personnes qui sont citées par Edouard dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement vers le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram. J'adore les feedbacks. C'est également l'objet d'un questionnaire que j'ai posté maintenant sur Twitter. Le pseudo, c'est @lafrenchtouchfm, tout attaché. À nouveau, je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici déjà. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note, 5 étoiles de préférence. Ça motive beaucoup et ça aide surtout à faire connaître le podcast. Merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de la French Touch.